La modernité a été présente depuis les opus 18, bien sûr, ne serait-ce que le mouvement lent de l'opus 18 numéro 1, qui est extrêmement romantique en fait, bien avant l'heure. Roméo et Juliette, il s'est inspiré de ça. On a des dialogues langoureux, on a une tristesse qui n'appartient qu'au langage romantique, je trouve. C'est très chanté, c'est très grave en même temps, et on a déjà de l'expression personnelle très vive, très importante. Beaucoup de subjectivité en fait par rapport à ce qui traînait autour, je trouve, à cette époque-là. L'écriture pour violoncelle dans les quatuors de Beethoven, elle évolue beaucoup entre les opus 18 et les derniers, mais on sent dès le départ quand même qu'il y a cette notion de contrepoids pour le premier violon et aussi d'incarnation d'une partie de dialogue. La conversation à quatre, elle est vraiment... Beethoven poursuit très logiquement ce que Haydn a posé, mais avec sa personnalité à lui, ça donne des échanges qui sont parfois des échanges où on se coupe la parole, ou alors où on finit des phrases de manière très abrupte, ou alors on va... Voilà, la ponctuation, c'est un dialogue qui est très théâtral et qui est très sculpté au couteau. C'est vraiment du... C'est pas fondu, il n'y a pas de tuilage ou d'effet comme ça, de consensus mou, si je puis dire. Au contraire, c'est très articulé toujours. Donc le violoncelle se retrouve spécialement articulé du fait de son registre, avec des motifs souvent courts ou des basses simples qui doivent donner la fondation de tout ça. Ça, c'est normal. Mais après, de l'opus 18, où le violoncelle est quand même assez souvent encore une basse, pas continue, mais une basse de quatuor à la fin, c'est carrément un instrument monodique qui part dans l'aigu. Il y a des choses qui sont redoutablement difficiles dans l'opus 127 ou même dans celui-là, dans l'opus 130. Le violoncelle est vraiment traité comme un instrument concertant. Et ça, c'est assez amusant parce que quand on pense à Brahms, 80 ans plus tard, qui entend le concerto de Dvorak et qui dit « Oh, si j'avais su qu'on pouvait faire tout ça avec un violoncelle, j'aurais peut-être écrit un concerto pour violoncelle », c'est incroyable parce qu'il n'avait pas ouvert un quatuor de Beethoven, certainement, ou alors il n'a pas imprimé cette potentialité. Donc c'est assez drôle, parce que bien évidemment, l'histoire du violoncelle, elle n'a pas attendu Beethoven pour se développer. Il y a eu Boccherini notamment avant, mais je pense, avec certains exemples chez Haydn, c'est vraiment du très exigeant pour le violoncelle. Ouais. L'idée de la modernité dans le registre aussi se retrouve justement, par exemple dans le final de l'opus 132, Raphaël se retrouve dans l'aigu et c'est l'alto qui joue la basse. C'est vrai qu'on a l'image d'un quatuor à cordes, de l'aigu au grave, du premier violon au violoncelle, et pour que ça sonne, on a toujours l'impression qu'il faut que le violoncelle reste dans son registre de basse et le violon dans son registre d'aigu, mais finalement, parfois, il s'amuse même comme s'il avait écrit toute une octave au-dessus, il s'amuse à jouer longtemps dans le registre aigu pour qu'ensuite, quand on élargit l'ambitus, ça crée un effet de plonger dans la terre, dans le sol. Et un peu encore une fois, à l'image des DJ maintenant, qui font écouter des sons aigus pendant un gros moment, et puis on attend toujours le moment où la basse va arriver. Et Beethoven a beaucoup joué avec les registres aussi comme ça. Il nous donne faim d'entendre des choses, et il répète, on attend que la chose se passe, et il prend plaisir très souvent à allonger le temps. Et enfin ça arrive, et il joue un peu avec les nerfs aussi, avec la patience, avec le temps.